Jamais la ville de Londres n'a été aussi froide et silencieuse qu'en ce samedi de janvier 1965. Un homme est mort, et tout un peuple le pleure. Tous, amis et ennemis. Et Dieu sait qu'il en a eu des ennemis en 60 années de carrière politique. Tous sont là pour rendre hommage à l'homme qui leur a donné le courage de résister jusqu'au bout à la barbarie nazie. 15 chefs d'État, 30 premiers ministres sont venus des 4 coins du monde saluer une dernière fois le vieux lion. Winston Churchill est célébré avec le faste dû à un souverain. Le vieux bulldog avait acquis une dimension quasi mythique. Mais la vie de ce géant ne se résume pas aux 5 années qui ont fait de lui le chef de guerre de l'Occident en lutte contre le nazisme. Churchill a marqué le XXe siècle d'une empreinte indélébile. Lorsque le cercueil de chêne remonte le long de la Tamise, toutes les grues de Londres inclinent leurs flèches afin de saluer la dépouille du grand homme. Très tôt, Churchill a été convaincu d'avoir un destin à accomplir. Envers et contre tout, il a fait de sa vie un roman épique et écrit l'histoire. Pourtant, rien n'était gagné pour Winston. En 1940, les armées nazies sont sur le point de conquérir toute l'Europe. Après l'Autriche et la Tchécoslovaquie, la Wehrmacht envahit la Pologne, la Norvège, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et se rue sur la France. Hitler semble invincible. Seul Churchill ose lui tenir tête. Seul Churchill se dresse contre lui. Il vient d'être nommé Premier ministre de Grande-Bretagne. Son programme, la guerre et la victoire, à n'importe quel prix. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. Tout au long de la bataille, il mène la guerre en première ligne et soutient son peuple de toutes ses forces. Sa résistance acharnée va changer le cours de l'histoire. Il est le dernier rempart. Tout au long de la guerre, il fédère les Alliés et mène la bataille. D'où lui vient cette formidable force de persuasion, cette volonté de vaincre à tout prix? Quels furent les ressorts secrets de cet être multiple? Il me semblait que toute ma vie passée n'avait été qu'une préparation à cette heure et à cette épreuve, note-t-il dans ses mémoires. C'est vrai, toute sa vie, Winston semble s'être préparé à cette heure tragique. C'est qu'en 1940, le Premier ministre a 65 ans et a déjà eu plusieurs vies, toutes plus épiques les unes que les autres. Mais par-delà la légende, qui était ce formidable homme orchestre? Tout montre dans son parcours qu'il était certainement le seul, l'unique à pouvoir réussir cette tâche. Sauver le monde libre. Winston Churchill est issu d'une des familles les plus célèbres d'Angleterre. Son ancêtre, le duc de Marlborough, vainqueur des troupes de Louis XIV en 1704, a reçu en récompense le château de Blenheim. C'est dans ce 320 pièces digne de Versailles que naît Winston Leonard Spencer Churchill en novembre 1874. Son père, Lord Randolph,
est un brillant politicien, fougueux et inclassable, membre du Parti conservateur, mais soutenant des réformes d'inspiration libérale. Sa mère, Jenny Jerome, est une très belle américaine mondaine et frivole, qui a de nombreux amants souvent titrés, dont le futur roi d'Angleterre, Édouard VII. Celui qui va devenir l'un des hommes qui ont forgé le XXe siècle est surnommé par ses proches le petit bulldog. Il est à l'école un cancre indiscipliné et agité. Ses bulletins scolaires sont épouvantables. Nombre de fois en retard, 20. Très désagréable, très mauvais. Comportement général, très mauvais. Est un problème permanent pour tout le monde et est toujours impliqué dans des mauvais tours. N'a pas d'ambition. On ne peut pas lui faire confiance, mais il a cependant de grandes capacités. Une institutrice va plus loin. Je pensais que c'était l'enfant le plus méchant du monde. À l'image des autres fils de l'aristocratie britannique, Winston endosse bientôt l'uniforme d'un pensionnat. Le jeune trublion, bagarreur, souffre. Il écrit à ses parents. « Ma chère maman, prêtez attention à ma lettre. Je suis si malheureux. À l'heure actuelle, je pleure. S'il vous plaît, maman chérie, soyez gentille avec votre fils qui vous aime. Ne soyez pas si méchante. Répondez à ma lettre. Je suis très malheureux. S'il vous plaît, venez, venez, venez. Venez voir votre fils qui vous aime. » Mais les parents de Winston sont trop attirés par les garden parties et les mondanités. Leur fils ne reçoit guère plus d'une visite par an. Malgré cette absence d'affection, Winston, alors âgé de 12 ans, voue une immense admiration à son père. Il apprend par cœur les discours et remplit des albums entiers d'articles et de caricatures le concernant. Mais en décembre 1886, Lord Randolph, qui vient d'être nommé ministre des Finances, tente un coup de poker. Il démissionne parce que son budget est critiqué. Il espère être soutenu par l'opinion publique et provoquer la chute du gouvernement. C'est un échec cuisant. Il est simplement remplacé et complètement marginalisé. Même s'il continue à siéger au Parlement, sa carrière politique est fatalement compromise. L'échec paternel n'améliore pas les relations entre le père et le fils. Lord Randolph ne manque jamais une occasion de rabaisser Winston et le considère d'ores et déjà comme un raté. Il faut dire que le jeune cancre enchaîne les gaffes. À 18 ans, il préfère se jeter d'une passerelle pour tenter de se rattraper aux branches d'un sapin, plutôt que de se laisser capturer par ses camarades. Le conifère lui échappe et il manque de se tuer. Bilan, 3 jours de coma et plusieurs semaines de rééducation. Persuadé que Winston ne pourra jamais réussir dans la vie, Lord Randolph se débarrasse de l'encombrant fardeau en l'orientant vers une carrière militaire. Sans le vouloir, il vient d'offrir à son fils l'occasion de montrer enfin ce dont il est capable. L'action. Escrime, Winston se distingue dans toutes les disciplines. « Voyez, je ne suis pas un bon à rien », semble-t-il répéter inlassablement à son père. « Un jour, je serai à vos côtés, sur les bancs du Parlement. » C'est un beau rêve, mais qui s'effondre quand son père meurt prématurément, à l'âge de 46 ans, rongé par la syphilis, sans avoir jamais accordé sa reconnaissance à son fils mal-aimé. De ce jour, Winston devient un homme pressé d'accomplir. Quoi? Il ne le sait pas encore. Mais accomplir quelque chose, avant que la mort l'emporte peut-être, prématurément à son tour. Il a été le fils indigne. Il va se battre pour devenir le descendant illustre de ses ancêtres, ces Marlborough, sauveurs de l'Angleterre. Alors après le temps des larmes, Winston veut son baptême du feu. Il parcourt l'Empire britannique, court les guerres ou les révoltes, s'engage sur tous les fronts. Cuba, Inde, Soudan, où il participe à la dernière charge de cavalerie de l'histoire britannique.
Plutôt une mort héroïque que n'être rien. Et s'il survit, alors il aura un nom qui pourra le hisser à la hauteur de son père, et même plus haut. C'est au cours de ces guerres que Winston devient vraiment Churchill. Il prend goût à toutes sortes d'ivresses qui feront partie pour toujours de son personnage. Le danger, l'alcool, les cigares et l'écriture. Sur chaque champ de bataille, le soldat se fait aussi correspondant de guerre. Ces articles envoyés par dizaines de tous les fronts vont le faire sortir de l'anonymat et construire sa renommée. La guerre fait rage en Afrique du Sud. Il y court. Débordant d'ardeur et de courage, il sauve l'équipage d'un train blindé. Puis, fait prisonnier, il s'évade. Sa tête est mise à prix, 25 livres, mort ou vif. Après 3 semaines d'errance, il parvient à prendre clandestinement un train de marchandises et rejoint les bases anglaises en triomphe. En 1900, alors que les nombreux blessés sont évacués vers l'Angleterre, Winston y revient, lui, sans une égratignure. 5 ans de guerre et 3 livres relatant ses campagnes ont fait de lui un héros de la défense de l'Empire. Cette notoriété durement acquise va lui permettre de réaliser son rêve. Entrer au Parlement pour s'y asseoir à côté du fantôme de son père. À 26 ans, il est élu député sous les couleurs du Parti conservateur. L'intrépide hussard quitte l'uniforme et entre de plein pied dans la vie politique. Sûr de lui, il déclare « Nous sommes tous des vers, mais moi je crois que je suis un ver luisant. » Une journaliste le juge au cours d'un dîner. Première impression, un agité, de manière presque intolérable. Sa hardiesse, ses ressources multiples peuvent le conduire loin. À moins qu'il ne se brise lui-même, comme son père. Égocentrique et prétentieux, Winston est aussi inclassable que l'était Lord Randolph. Il exprime des opinions très personnelles sur les problèmes de l'époque, parfois même contre son groupe parlementaire. En visite dans la ville d'York, Churchill découvre la misère du petit peuple. Il a la révélation d'un monde qui lui était inconnu et s'empresse de clamer son indignation à la Chambre. Il déclare « Pour ma part, je ne vois guère de gloire dans un empire maître des mers, mais incapable de vider ses égaux. » Farouchement indépendant, il refuse de se plier à la discipline de son parti et va réaliser un coup de théâtre. En 1904, il quitte le Parti conservateur au pouvoir et rejoint les rangs de l'opposition libérale. Pour les conservateurs, c'est une trahison. La presse le raille. Insulté pour avoir quitté le navire conservateur, le voilà surnommé le rat de Blenheim, en référence au château de ses ancêtres. Le jeune ambitieux a eu du flair. 18 mois après ce retournement de veste, un raz-de-marée libéral submerge les urnes. Churchill a 32 ans. Il entre au gouvernement. Il en est le plus jeune membre depuis un demi-siècle. Cette réussite politique fait complètement oublier à Winston sa vie sentimentale. Mais sa mère s'obstine à le lui rappeler. Elle lui a présenté l'actrice américaine Ethel Barrymore et la riche héritière Muriel Wilson, qui ont toutes deux estimé que le jeune homme n'a pas d'avenir. Mais tout s'arrange lorsque Winston prend enfin le temps de s'ouvrir aux sentiments. Il se fiance avec Clémentine Osier, une aristocrate écossaise de 10 ans sa cadette. Clémentine est une femme intelligente, tenace. Elle est tombée sous le charme de cet être survolté. Le mariage a lieu à Westminster. C'est un événement couru par le tout Londres, qui réunit près de 1500 convives. Mais les mondanités ne font pas oublier à Winston ce qui reste pour lui l'essentiel. Même pendant sa lune de miel, le jeune marié ne cesse d'envoyer des missives au gouvernement. Pour résumer sa vie sentimentale, avec celle qui lui donnera 5 enfants, Winston écrira « Je me suis marié et j'ai toujours vécu heureux depuis lors. » Heureux, il l'est aussi en politique, où il enchaîne les postes ministériels avant d'être nommé ministre de l'Intérieur, alors qu'il n'a que 36 ans. Toujours inclassable, il était libéral chez les conservateurs, le voilà conservateur chez les libéraux, n'hésitant pas à faire mater les grévistes ou arrêter les suffragettes.
Mais c'est en 1911 que les Anglais découvrent vraiment le caractère fonceur et intransigeant de Churchill. À Londres, 3 policiers sont tués dans une embuscade. Les assassins, les anarchistes, ont été repérés dans un immeuble de Sydney Street, où la foule s'est aussitôt massée. Jusqu'alors, aucun ministre de l'Intérieur ne s'était rendu sur le terrain. Mais Winston, prévenu dans son bain, se précipite sur les lieux. Le danger, l'odeur de la poudre, exercent toujours sur lui une terrible fascination. Les actualités de l'époque immortalisent la fougue du jeune ministre, qui apparaît en première ligne, au risque de se faire tuer. Après plusieurs heures de siège, pressé d'en finir, il ordonne d'incendier l'immeuble. Les anarchistes ne cèdent pas. Comme Churchill s'oppose à l'intervention des pompiers, les insurgés meurent brûlés vifs dans le brasier, sous les yeux de la foule et l'objectif des photographes. Les clichés du ministre font le tour du pays. Ses adversaires en profitent pour le présenter comme un aventurier irresponsable, une réputation qui lui collera à la peau. Sans se laisser démonter, Churchill soutient que son ordre était la seule bonne décision. Il m'a semblé préférable de laisser brûler la maison, plutôt que de sacrifier de bonnes vies britanniques, déclare-t-il. À l'un de ses collaborateurs, qui lui reproche de s'être rendu sur place, Churchill confie « Ne vous fâchez pas, ça a été tellement amusant. » Le premier flic d'Angleterre est un soldat, et il le restera toute sa vie. Il appuie de toutes ses forces la création des futurs services secrets britanniques. Il assiste régulièrement aux manœuvres militaires, dont celle de l'armée allemande en compagnie du Kaiser, Guillaume II. Un Kaiser dont les visées expansionnistes sont chaque semaine plus évidentes. Pour Churchill, c'est une certitude. L'Allemagne marche à grands pas vers la guerre. Cette conviction persuade le Premier ministre de le nommer Premier Lord de l'Amirauté, ministre de la Marine de guerre britannique. Pour Winston, c'est une consécration. Il confie « C'est une très grande chose, la plus grande qui me soit arrivée jusqu'ici. La chance que j'aurais choisie entre toutes. Je vais pouvoir donner tout ce que j'ai en moi. » Et il le donne. À bord du yacht de l'Amirauté, devenu son bureau flottant, il se lance à corps perdu dans la fonction. Il fait préparer la flotte à une attaque allemande, la modernise et lance de nouveaux bâtiments de guerre. Il ne cesse d'innover. Être ministre de la Marine ne l'empêche pas de s'intéresser à l'aviation, dont il a saisi d'emblée les applications militaires. Ces réformes aboutiront à la création de la Royal Air Force. Il apprend même à piloter, aux grandes dames de Clémentine, qui le voient échapper à 3 accidents d'avion mortels, pour tout autre que lui. Toutes ces innovations coûtent cher. Mais Churchill défend ses dépenses avec une telle éloquence qu'en mars 1914, les députés votent le budget naval le plus considérable de toute l'histoire britannique. Ils n'auront pas à le regretter. Lorsque 3 mois plus tard, le jeu des alliances en Europe risque de plonger le continent dans la guerre, la flotte anglaise est prête. Il écrit à Clémentine « Ma chérie, tout s'oriente vers la catastrophe et l'effondrement. Je suis survolté et heureux. N'est-ce pas horrible d'être ainsi constitué ?
Tous ces préparatifs exercent sur moi une odieuse fascination. Je suis sûr que si la guerre éclate, on leur donnera une bonne raclée. Embrasse tes chatons et sois aimé pour toujours, uniquement par moi. Ton W. La guerre attendue avec exaltation par Churchill éclate en août 1914. Mais la bonne raclée tarde à venir. La guerre s'enlise. Incapables de se déborder, les armées s'enterrent l'une face à l'autre sur un front de plusieurs centaines de kilomètres, dans des tranchées faites de boue et de dizaines de milliers de morts. Pour Churchill, rester immobile et attendre est tout simplement inconcevable. Il veut faire bouger le front, en créer un nouveau. Prendre l'Allemagne à revers en la coupant de son allié l'Empire ottoman. Pour cela, il faut franchir par mer le détroit des Dardanelles. Unique voie d'accès à Constantinople. En mars 1915, une imposante armada de 20 bâtiments de guerre, en 4 cuirassés français, pénètre dans le détroit et bombarde plusieurs forts turcs. Mais les défenses ennemies ont été sous-estimées. Le cuirassé français Bouvet heurte une mine dérivante et coule en quelques minutes, entraînant avec lui 639 hommes d'équipage. Dans la demi-heure, 3 cuirassés britanniques sautent sur des mines. L'armada est contrainte de se replier dans l'attente de renforts terrestres, qui est en train de briser la défense turque en débarquant sur ses côtes. Mais organiser un débarquement si loin de l'Angleterre prend du temps. Et la défense turque en profite pour se renforcer. Et quand 1 mois plus tard, l'opération terrestre peut commencer, ce sont 60 000 soldats turcs encadrés par des officiers allemands qui attendent l'assaut. C'est un massacre. L'eau bleue du détroit vire au rouge. Toutes les tentatives de débarquement seront de cuisants échecs et les troupes seront évacuées dans un bain de sang. Bilan, 100 000 morts alliés et 150 000 hommes mis hors de combat. Pour la Grande-Bretagne, c'est un des plus grands désastres de la Première Guerre mondiale. Un désastre dont la classe politique veut faire payer le prix à Churchill. Les conservateurs n'ont pas oublié la trahison du Rat Blenheim 10 ans plus tôt et réclament sa tête. Tandis que les libéraux refusent de l'entendre s'expliquer. Rejeté par tous, il est contraint de démissionner. Churchill était au plus haut. Il est maintenant traîné dans la boue. Même son jeune fils Randolph, alors âgé de 5 ans, est pris à partie. Quand à l'école, il propose à un camarade d'être son ami, la réponse fuse. Jamais. Ton père a tué mon père aux Dardanelles. Comme son père Lord Randolph, 30 ans plus tôt, le descendant des Marlborough a échoué. Il déclare « Je suis fini ». Privé d'action, il plonge dans une terrible période de dépression qu'il baptisera son Black Dog, son chien noir. Il confie « Ce fut une des périodes les plus pénibles de ma vie, comme un animal marin des profondeurs ramené à la surface, ou un scaphandrier remonté trop vite. Mes veines menaçaient d'éclater du fait du changement de pression. » Clémentine, qui tente de sauver les apparences, témoignera « Je me disais qu'il ne surmonterait jamais l'épreuve. J'ai cru qu'il allait mourir de chagrin. » Pour la première fois de sa vie, Winston ne croit plus à son avenir. Après 15 ans d'ascension politique continue, tout s'est écroulé. L'ex-ministre, soldat, écrivain, orateur, député, panouillait sa dépression dans l'alcool, le tabac, et un nouveau passe-temps inattendu, la peinture. Mais la déprime est tenace, et lorsqu'un visiteur vient le voir, il confie
Il y a plus de sang que de peinture sur ses mains. Consumé par le désir d'action, Winston prend sa palette et son chevalet, et il part. Où? En France. Pourquoi faire? Une des choses qu'il aime le plus au monde, la guerre. À 40 ans, ce fou de guerre parvient à se faire affecter au commandement d'un bataillon écossais qui combat en Flandre, d'où il écrit à Clémentine. De la crasse, des détritus partout, des tombes largement éparpillées, avec des pieds et des lambeaux de vêtements qui émergent du sol. De l'eau et de la gadoue de tous côtés, sous le fracas incessant des fusils, des mitrailleuses et le sifflement venimeux des balles qui passent au-dessus de nos têtes. Au milieu de ce décor, aidé par l'humidité, le froid et toutes sortes d'inconforts mineurs, j'ai trouvé un bonheur et un contentement que je n'avais pas connu depuis des mois. Pendant la bataille, Winston tient en respect pour quelques heures par jour ses deux plus redoutables ennemis, l'inaction et sa dépression. Ce lieutenant-colonel très aimé de ses hommes combat avec témérité. Et pendant les accalmies, il peint même des paysages comme le hameau de Ploegstert en Belgique, écrasé sous un déluge de feu. En 6 mois, Winston retrouve son énergie d'autrefois. Il rentre à Londres, où la publication du rapport sur les Dardanelles le réhabilite. Certes, Churchill a conçu l'opération navale, mais il n'est pas responsable des retards et de l'insuffisante préparation des opérations terrestres. Il est finalement nommé ministre de l'Armement. Et comment mieux chasser la honte des Dardanelles qu'en se lançant une nouvelle fois à corps perdu dans la fonction? Il réforme son ministère de fond en comble, fait 1000 propositions, assiste aux batailles. En 1917, il équipe le demi-million de soldats américains qui débarquent en Europe. L'année suivante, il doit faire face à une terrible menace. Les ouvriers des usines d'armement commencent à se mettre en grève. Churchill annonce que tous les ouvriers qui ne retourneront pas au travail dans les plus brefs délais auront le privilège d'aller servir la patrie sur le front de France. Winston a choisi les bons mots. La grève s'effondre. Et les armes comme les munitions sortent à nouveau des usines. Il fait construire des tanks par milliers. Ces tanks, il les avait imaginés alors qu'il était ministre de la Marine et en avait fait construire des prototypes par les chantiers de l'Amirauté. Surnommés les folies de Winston, ces tanks s'avéreront décisifs quand les grandes contre-offensives seront lancées. Le 8 août 1918, il perce le front et pénètre de 400 km derrière les lignes allemandes. Le début de la fin pour l'armée du Kaiser. Un triomphe personnel pour Winston. De quoi oublier la honte des Dardanelles, du moins provisoirement. 3 mois plus tard, le 11e jour du 11e mois, à la 11e heure, l'armistice est enfin signé. Churchill a toutes les raisons de voir l'avenir avec confiance. Il enchaîne les postes ministériels, guerre, aviation, colonies, jusqu'à ce que la fatalité et les aléas de la politique le rattrapent en pleine ascension. Tout s'enchaîne. Le gouvernement est renversé, le Parlement dissous, et sa fille cadette, Marigold, est emportée par une méningite foudroyante. Alors qu'il parvient difficilement à surmonter la mort de sa fille, il lui faudrait mener une nouvelle campagne électorale, mais une crise d'appendicite le lui interdit. Ne lui reste qu'un atout, le soin qu'il met à gérer son image publique. Il se fait porter en fauteuil jusqu'au bureau de vote. Cela ne l'empêche pas de perdre l'élection. Beaucoup plus tard, il écrira « En un clin d'œil, je me retrouvais sans ministère, sans siège, sans parti et sans appendice. » Ces chocs sont très rudes, mais Winston va se relever. Quand le politicien est hors du gouvernement et le soldat en sommeil, c'est l'écrivain qui se met au travail. En plus de ses multiples articles, il se lance dans la rédaction d'une somptueuse histoire de la Grande Guerre, qui connaît un fort succès.
Quant à Clémentine, elle donne naissance à une fille, Mary, qui mettra un peu de baume sur l'affreuse blessure laissée par le décès de Marigold l'année précédente. L'écrivain se fait gentleman farmer et achète une propriété, Chartwell. L'inclassable se découvre une nouvelle passion, la maçonnerie, au point de prendre sa carte de la fédération de maçons. Il construit muret sur muret et fait même participer ses enfants à l'ouvrage. Mais le jardinage, la maçonnerie, la peinture et le polo n'empêchent pas Churchill de scruter intensément le paysage politique et de multiplier les articles critiquant les choix du gouvernement. Résultat, 2 ans après sa sortie du gouvernement, les conservateurs lui offrent une circonscription et un portefeuille. Chancelier de l'Échiquier, ministre des Finances comme son père 30 ans plus tôt. Churchill revient dans le giron du parti conservateur qu'il avait pourtant trahi. Il confiera « Tout le monde peut retourner sa veste, mais il faut une certaine adresse pour la remettre à l'endroit. » La nomination de Winston est une manière pour les conservateurs de le neutraliser. Il est si brillant qu'il vaut mieux l'avoir dans le gouvernement qu'au dehors, où il tire à boulet rouge sur toutes les initiatives qui ne lui conviennent pas. Car en 1925, cela fait maintenant un quart de siècle que le tourbillon humain de Churchill fait de la politique. Il est devenu un orateur hors pair, et oser l'affronter à la Chambre est une perspective qui en fait frémir plus d'un. Comme ce député qui l'interrompt constamment au cri de menteur, auquel Churchill rétorque « Si l'honorable député qui m'interrompt consentait à donner son nom plutôt que sa profession, je suis sûr que nous serions tous heureux de faire sa connaissance. » Ou encore la députée Lady Astor, qui lui lance « Si j'étais votre femme, j'empoisonnerais votre café. » Ce à quoi Churchill répond « Si j'étais votre mari, je le boirais. » Son sens de la formule assassine rend le ministre des Finances d'autant plus populaire qu'il ne manque jamais une cérémonie s'il peut en être l'acteur principal. Les feux de la rampe et les acclamations du public, symboles de reconnaissance, lui sont plus nécessaires que l'air qu'il respire. Devenu expert de sa propre image, chaque vote de son budget est l'occasion d'une grande procession en famille qui attire toutes les caméras. Mais si Winston est un maître du verbe, les chiffres ne sont pas son fort. Il est responsable d'une décision catastrophique, le rattachement de la livre sterling à l'étalon or, qui provoque un appauvrissement du pays et une crise sociale majeure. Winston admettra plus tard « On a dit que j'ai été le pire chancelier de l'échiquier que l'Angleterre ait jamais eu. » Et on a eu raison. La crise de 1929 balaie le gouvernement. Après 5 années aux finances, Winston perd son ministère. Et une fois de plus, les conservateurs le rendent responsable de la défaite. Il est de nouveau un pestiféré dans son propre parti. Churchill entame une cure d'opposition qui va durer 10 ans. En désaccord avec son parti sur la question du statut de l'Inde, le député est progressivement marginalisé, même s'il est régulièrement réélu dans sa circonscription. Mr. Churchill's figures are 55,956. Alcool et écriture l'empêchent de sombrer, car s'il est une chose que Winston ne peut faire, c'est ne rien faire. Alors il s'absorbe dans la rédaction de la biographie de son ancêtre Marlborough, et son éditeur lui organise une tournée américaine. Bouger. Bouger pour ne pas remâcher la défaite. Churchill visite Washington, New York, la Californie, où il rencontre un illustre compatriote qui illumine le monde, Charlie Chaplin. Mais Churchill, lui, est moins acrobate. Et le 13 décembre 1931, l'écrivain voyageur distrait oublie que les Américains roulent à droite. Il se fait renverser par une voiture. Il en réchappe avec une commotion cérébrale et de nombreuses contusions. Mais il lui faudra près de 2 mois pour se remettre de l'épreuve. Il est vrai qu'avec l'âge, les accidents mortels deviennent beaucoup plus fatigants. Pour se remonter, Churchill a des remèdes. Dans une Amérique puritaine, alors en pleine prohibition, Winston bénéficie d'une ordonnance taillée sur mesure. Son médecin certifie que le convalescent a besoin de boire de l'alcool, en particulier au moment des repas.
Cela fait partie de son traitement. Et Winston va beaucoup mieux. I'm very glad that you are back, Mr. Churchill. I had a hard bump. Harder bump, I think, than most people would like to take. However, here I am. And I hope I'm going to have better luck this time. I feel very much better. And I think I'm going to be able to get through my task. It's a pretty hard task you're setting me. Churchill est totalement isolé. Personne n'a oublié l'intransigeant de Sidney Street, l'inconséquent des Dardanelles et ses multiples retournements de veste. De plus, son soutien au roi Édouard VIII, qui souhaite se marier avec une roturière, achève d'en faire le député le plus impopulaire du pays. Tous, même sa propre famille, s'accordent à penser que sa carrière politique est derrière lui. Et comme si tout cela ne suffisait pas pour abattre l'homme, les images idylliques d'un été à la campagne masquent que tout s'effondre autour de lui. Son épouse Clémentine part trop souvent en voyage. Elle éprouvera même une brève passion pour un marchand d'art. Après un mariage en grande pompe, sa fille aînée Diana divorce. Sarah veut faire du théâtre et s'est entichée d'un acteur autrichien 2 fois divorcé, de 18 ans son aîné. Quant à son fils Randolph, il a abandonné ses études à Oxford et veut faire de la politique. Mais il a hérité du mauvais caractère de son grand-père et tient moins bien l'alcool que son père. Il dépense sans compter, se rend insupportable dans les clubs. Et pourtant, comme un noyé qui a besoin de toucher le fond pour se pousser vers la surface, Churchill va puiser au fond de lui-même la ressource pour se faire entendre à nouveau. Envers et contre toute la classe politique britannique, ce franc-tireur dénonce au Parlement les dangers que représente l'ascension d'Hitler et les illusions du pacifisme. Et lorsque le Premier ministre critique ses prises de position, Winston n'hésite pas à lui lancer. L'histoire dira que vous avez eu tort, et si j'en suis certain, c'est parce que c'est moi qui l'écrirai. En attendant qu'il puisse l'écrire, l'histoire lui donne raison quand Hitler envahit l'Autriche en mars 1938 et menace ses voisins. Mais les cris d'alarme de Churchill, ses appels à ne faire aucune concession au régime nazi, résonnent dans le vide. 6 mois plus tard, horrifiés à l'idée d'une nouvelle guerre, Paris et Londres signent les accords de Munich qui abandonnent à Hitler une partie de la Tchécoslovaquie en échange d'un simple chiffon de papier. Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, rentre à Londres triomphant. Some of you perhaps have already heard what it contains. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. God bless you, Mr. Chamberlain. You know we're all... Pour les Anglais, Chamberlain est un héros qui a sauvé la paix. Bless you, Mr. Chamberlain. All hands go up to you. Come on, everybody. God bless you, Mr. Chamberlain. We're almighty proud of... Oiseau de mauvais augure, Churchill écrivait 2 semaines plus tôt. Nous semblons être très proches du sinistre choix entre la guerre et le déshonneur. Je pressens que nous choisirons le déshonneur et que nous aurons la guerre peu de temps après. Cinq mois plus tard, en mars 1939, l'entrée des troupes allemandes dans Prague déchire le voile épais des illusions pacifistes. Les accords de Munich sont désormais caducs. La prédiction de Churchill s'est révélée exacte. Progressivement, l'opinion bascule. Les journaux annoncent « On a besoin de Churchill ».
Lorsque 6 mois plus tard, Hitler envahit la Pologne, la France et la Grande-Bretagne entrent enfin en guerre. Le Premier ministre Chamberlain ne peut que céder devant la pression publique. L'histoire ne se répète pas, mais pour Churchill, elle va faire une exception. 25 ans après son humiliante éviction, suite au désastre des Dardanelles, Chamberlain lui propose d'être à nouveau premier lord de l'amirauté. Et dans des circonstances presque identiques. La patrie est à nouveau menacée de destruction. L'ennemi est encore une fois l'Allemagne. La guerre est une calamité pour les hommes, mais elle enflamme Churchill. À 65 ans, il déborde d'énergie. Le bulldog est devenu un lion. Les ministres maudissent ce remuant collègue, mais ils sont contraints de taire leur rancœur. Winston est devenu intouchable. Il est le seul véritable guerrier du gouvernement. Tandis que Chamberlain se révèle catastrophique, comme Premier ministre de temps de guerre, les conséquences ne se font pas attendre. Goodbye, Mr. Chamberlain, and thanks for all you've tried to do. We welcome the new Prime Minister, Mr. Churchill. Le 10 mai 40, le jour même où Hitler attaque la Belgique et la Hollande, Churchill est enfin à la place dont il a toujours rêvé. Il a le sentiment de n'avoir existé que pour cette heure, et c'est bien compréhensible. La Royal Air Force sur laquelle reposent désormais tous les espoirs britanniques. Il en a été un des pionniers en 1912 et a veillé jalousement à son développement. Les quelques centaines de tanks qui attendent l'invasion de pied ferme, c'est lui qui les a fait mettre au point en 1915. Ces radars qui seront les yeux et les oreilles de la Royal Air Force, c'est le député Churchill qui en a obtenu le développement accéléré. Ce service secret MI6 qui guette les préparatifs d'invasion, c'est le ministre de l'Intérieur Churchill qui en a fait voter la charte 32 ans plus tôt. La plupart des bâtiments de la Royal Navy, c'est le premier lord de l'amirauté Churchill qui les a fait construire entre 1911 et 1915. Aucun doute, cette guerre qui vient de s'engager, c'est l'affaire personnelle de Winston Churchill et le point culminant de sa carrière. Mais la principale arme dont dispose le nouveau Premier ministre n'est pas faite de fer ou d'acier, mais d'âme. C'est sa formidable éloquence, celle qu'il a fut depuis maintenant 40 ans. Winston va trouver les mots pour réveiller le peuple britannique et lui donner le courage de résister, envers et contre tout. I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air, with all our might, and with all the strength that God can give us. To wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word, victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be. En l'écoutant, même les membres de l'opposition sont en larmes. Le peuple britannique, comme le peuple français à la même époque, est partagé entre la peur, le défaitisme et l'instinct de survie. Le courage existait, mais il fallait le solliciter, et c'est ce qu'a fait Churchill. Pourtant, ce soir-là, le nouveau Premier ministre doute. Il est salué par une foule bouleversée qui lui crie « Bonne chance, Winnie, Dieu te bénisse ». Mais une fois en privé, Churchill fond en larmes et confie à un de ses généraux. « Les pauvres gens, ils me font confiance et je ne pourrai leur apporter que des désastres pendant très longtemps. » Les désastres, ils arrivent plus vite que prévu. Churchill comptait sur la France et sa formidable armée, mais après 6 semaines de combat, elle s'effondre.
l'Angleterre se retrouve seule. Seule face à la plus grande machine de guerre ayant jamais existé en Europe. La situation semble si désespérée que certains ministres songent à négocier avec Hitler. Churchill s'y refuse avec la plus extrême énergie. Plutôt mourir, les armes à la main. Mais cette guerre commence bien mal. Dès le 3 juillet 40, son ultimatum étant resté sans réponse, Churchill prend la terrible décision de faire bombarder la flotte française, stationnée à Mers el-Kébir, près d'Oran. Après l'armistice signé par le maréchal Pétain, elle aurait pu tomber aux mains d'Hitler et participer à l'invasion de l'Angleterre. Plusieurs bâtiments sont touchés de plein fouet. 1297 marins français y trouvent la mort. Un mois plus tôt, ces hommes combattaient aux côtés des Anglais. Ce fut la plus pénible et la plus odieuse décision que j'ai jamais eu à prendre, avouera Churchill. L'attaque est meurtrière, mais elle a prouvé au monde la détermination du Premier ministre. Le vieux bulldog ne reculera devant aucune épreuve. Et il y en aura des épreuves dans cette guerre qui ne fait que commencer. Car si la bataille de France est terminée, la bataille d'Angleterre commence. Hitler veut envahir l'île, mais pour y parvenir, il doit d'abord s'assurer la maîtrise du ciel. À partir de la mi-août 1940, des centaines de bombardiers allemands, escortés de chasseurs de la Luftwaffe, pilonnent tous les objectifs militaires du sud de l'Angleterre. Une terrible bataille du ciel s'engage entre les Messerschmitt allemands d'un côté et les Spitfire et les Hurricanes britanniques de l'autre. Le ciel de Grande-Bretagne s'embrase. Mais en dépit de la bravoure de ses pilotes, en 15 jours, la Royal Air Force n'est pas loin de perdre la maîtrise du ciel dans le sud de l'Angleterre. Un événement fortuit va infléchir le cours du destin. Le 24 août, un pilote allemand commet une erreur de navigation et lâche ses bombes sur la banlieue de Londres. Pour Churchill, c'est une provocation. Il ordonne dès le lendemain de bombarder Berlin. Tous les généraux tentent de le dissuader. Berlin est beaucoup trop loin. Mais Churchill, déterminé, fougueux, s'entête. La plupart des avions sont abattus ou sont contraints de faire demi-tour. Seule une poignée de pilotes réussit tant bien que mal à larguer leurs bombes sur la banlieue de Berlin. Cette opération hasardeuse va avoir une conséquence totalement inattendue. Hitler craque. Berlin bombardé, il ne peut le tolérer. Dans sa fureur, Hitler ordonne à son aviation de raser Londres et les grandes agglomérations britanniques. Nom de l'opération, Blitz, l'éclair. Tant Hitler est convaincu que l'Angleterre sera à genoux en quelques jours. Et malgré le tonnerre de feu qui s'abat sur la ville, les scènes d'apocalypse que ses habitants doivent vivre, des dizaines de milliers de morts, Londres tient bon. Les Londoniens mangent, chantent, dorment dans les abris ou dans le métro. Hitler hoped, by killing large numbers of civilians and women and children, that he will terrorize and cow the people of this mighty imperial city. Little does he know the spirit of the British nation. Les lendemains de bombardement, le flegme anglais joue à plein, et les Londoniens retournent au travail, comme si de rien n'était. Le slogan en vogue est « London can take it ». Londres peut encaisser.
Tout au long du Blitz, Churchill se déplace sans cesse sur le terrain pour soutenir le moral des habitants des quartiers bombardés. Les Anglais sont derrière lui, près de lui, avec lui. Hitler était persuadé que le moral des Britanniques allait s'effondrer, et leur chef avec eux. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Le peuple anglais est en osmose complète avec son leader. La fermeté de Churchill, son imperturbable dignité, son inébranlable confiance en l'avenir, persuadé que l'Angleterre triomphera, son sourire, son chapeau, son cigare, ses discours enflammés, tout à cet instant de l'histoire fait de Churchill le symbole de la résistance à la tyrannie. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. À cet instant, l'Angleterre, c'est Churchill, et Churchill, c'est l'Angleterre. And in the midst of it all, the cry goes up. Here comes Winston. Accompanied by Mrs. Churchill, the Prime Minister of Great Britain and his wife, come to be with the indomitable people of Devon. Après avoir bombardé Berlin, Winston donne même son feu vert pour bombarder l'Italie. Mais il ajoute rieur à ses généraux. Il faudra faire attention de ne pas bombarder le pape. Il a des amis influents. En laissant libre cours à sa folie destructrice, Hitler a commis une terrible erreur. Son aviation s'est détournée des objectifs militaires. Pendant que les civils subissent le Blitz, Churchill réorganise l'aviation britannique, fait remettre en état les aérodromes et regonflée par Winston, la Royal Air Force repart à l'attaque. Elle va provoquer un carnage parmi les assaillants. Les Anglais vont remporter la bataille du ciel. Churchill va rendre hommage à ces héros sauveurs de l'Angleterre, dans un discours qui passera à la postérité. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Churchill a gagné la bataille d'Angleterre parce qu'il a agi impulsivement, en stratège amateur. Et Hitler l'a perdu parce qu'il a fait de même. Le Royaume-Uni ne sera pas envahi. Hitler va porter ses ambitions plus à l'Est et décider d'envahir l'Union soviétique. L'Angleterre n'a pas perdu la guerre, mais la question est maintenant, comment la gagner? Pour Churchill, la réponse est simple. Il fait rentrer les États-Unis. Depuis le début du conflit, l'Amérique vend à la Grande-Bretagne armes et munitions. Mais les fonds anglais commencent à s'épuiser. Et Churchill a absolument besoin de l'aide américaine. Le président américain, Franklin Roosevelt, ne connaît pas personnellement Churchill. Il veut être certain de la détermination du peuple britannique et de son leader à se battre. Pour le vérifier, il envoie à Londres en janvier 1941 un de ses plus proches conseillers, Harry Hopkins. Dès son arrivée, Churchill ne ménage pas sa peine et fait visiter tout le pays à l'envoyé du président américain. Si Hopkins apparaît très affecté par son inspection des villes bombardées, Churchill s'inquiète de ce que le conseiller de Roosevelt va écrire dans son rapport. À la fin de son séjour, lors d'un dîner, Hopkins porte un toast. Je suppose que vous voulez savoir ce que je vais dire au président des États-Unis à mon retour. Bien, pour vous répondre, je citerai un verset de la Bible. Où tu vas, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Et Hopkins ajoute, même jusqu'à la mort. Des larmes coulent sur le visage de Churchill. Il a convaincu l'émissaire américain. Quelques jours plus tard, Hopkins envoie son rapport et ne tarit pas d'éloges sur le peuple britannique et son leader. Les gens sont stupéfiants, et si le courage suffisait pour gagner une guerre, ce serait déjà chose faite. Le gouvernement, c'est Churchill. Lui seul assume la direction de la haute stratégie, et il veille souvent aux détails. Jamais il ne flanche, jamais il ne trahit le moindre découragement,
C'est la force motrice qui anime pour l'essentiel la stratégie et la conduite de la guerre. Put your confidence in us. Give us your faith and your blessing. And under providence, all will be well. We shall not fail or falter. We shall not weaken or tire. Neither the sudden shock of battle nor the long-drawn trials of vigilance and exertion will wear us down. Give us the tools, and we will finish the job. Churchill a gagné la confiance de Roosevelt. Les États-Unis ne vont plus vendre, mais donner à l'Angleterre les armes qui lui permettront de résister. Mais Churchill veut plus que résister. Il veut vaincre. Et pour cela, il veut que les États-Unis s'engagent dans la guerre à ses côtés. Il se démène tant et si bien qu'il obtient de rencontrer Roosevelt en août 1941, au large de Terre-Neuve. Churchill met toute son énergie et déploie des trésors d'éloquence pour persuader le président américain que leurs deux pays doivent s'allier contre la folie meurtrière des nazis. Mais si Roosevelt mesure la volonté de vaincre qui anime Churchill, l'unité reste symbolique. Malgré les chants à l'unisson des deux armées, à aucun moment, le président américain ne s'engage sur l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de l'Angleterre. Churchill rentre en Angleterre amèrement déçu. Pour lui, tout reste à faire. Le 7 décembre 1941, la base américaine de Pearl Harbor, dans le Pacifique, est attaquée par les Japonais. Churchill téléphone immédiatement à Roosevelt qui conclut « Nous voilà tous dans le même bateau ». L'Amérique entre enfin en guerre. Pour Winston, c'est un immense soulagement. Aucun Américain ne m'en voudra de proclamer que j'éprouvais la plus grande joie à voir les États-Unis à nos côtés. L'Angleterre survivrait, la Grande-Bretagne survivrait. Saturé, rassasié d'émotions et de sensations, j'allais me coucher dormi du sommeil d'un homme sauvé et reconnaissant. Deux semaines après Pearl Harbor, Winston est aux États-Unis. Il faut convaincre à tout prix le Congrès de ne pas se détourner du champ de bataille européen et de poursuivre l'aide à la Grande-Bretagne. C'est un des discours les plus importants de sa vie. Members of the Senate, Prime Minister of Great Britain, the Right Honorable Le 26 décembre 1941, maniant magistralement humour, éloquence et détermination, le maître du verbe fait des étincelles. That if my father had been American and my mother British, instead of the other way around, I might have got here on my own. What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Le discours est un succès, mais la pression a été forte, et l'âge n'arrange rien. Après une longue discussion avec Roosevelt, Winston ressent une terrible douleur au bras gauche. C'est une crise cardiaque. Il supplie son médecin. « Ne me dites pas de me reposer, je ne le ferai pas. Je n'ai pas le droit, je ne peux pas. Il n'y a que moi qui puisse faire ce boulot. Il ne faut rien dire. Au moment où on s'allie avec les États-Unis, la Grande-Bretagne ne peut se montrer avec un Premier ministre fragile du cœur. Tout doit rester secret. » Après quelques jours de repos forcé, le vieux lion retrouve son incroyable forme physique. À 67 ans, il dort 4 heures par nuit, enchaîne rendez-vous, réunions d'état-major, inspections, et participe sans relâche à la préparation des stratégies alliées, sans jamais cesser de boire ni de fumer, bien au-delà du raisonnable naturellement.
En fait, il n'a jamais été aussi heureux. Sa dépression est bien loin. Les caméras sont là. L'artiste se met en scène dès que l'occasion se présente. Lorsqu'un de ses assistants lui demande s'il peut prendre son week-end, Winston lui lance « Un congé ? Mais vous n'aimez donc pas cette guerre ?» Si tout un peuple est soudé derrière Churchill, il est parvenu aussi à ressouder sa famille, où chacun se doit de montrer l'exemple. Clémentine l'accompagne partout et travaille à la protection civile. Randolph est entré dans les commandos. Sarah s'est engagée dans les services photographiques de l'aviation et organise des collectes en compagnie de son mari. The American Artists Ambulance Association are asking their friends both here and in America to donate generously to this cause. Diana, l'aînée, est dans la marine. Quant à Mary, la cadette, recrutée par la défense antiaérienne, elle accompagne souvent son père en manœuvre. The Premier's daughter, Mary, recently christened a flying fortress. Mary Churchill did the job with Coca-Cola, quite unperturbed by a first-time miss. La victoire, promise par ces images d'un homme, d'une famille, d'un peuple, uni et confiant, il faut vraiment la vouloir pour y croire. Quand partout, sur tous les fronts, les Alliés essuient de terribles défaites, comme à Singapour, où 100 000 combattants anglais sont faits prisonniers par les Japonais. C'est la plus importante reddition de l'histoire militaire du Royaume-Uni. Mais par-delà toutes les défaites, tous les drames, il est une chose à laquelle Churchill jamais ne cesse de croire. C'est à la victoire. Alors comme en 1915, il veut ouvrir un nouveau front, prendre l'Allemagne et l'Italie à revers. Les Américains, eux, souhaitent un débarquement en France. Mais les côtes d'Europe sont défendues telles une citadelle. Et Churchill, traumatisé par le désastre des Dardanelles, refuse. Il veut être certain d'éviter un bain de sang. Il a réussi à convaincre Roosevelt d'opérer d'abord un débarquement en Afrique du Nord, point faible des forces de l'Axe, baptisé Opération Torch. Mais il faut le faire accepter à un troisième partenaire, et non des moindres, Staline. At the invitation of M. Stalin, Mr. Churchill had come at the head of an Anglo-American delegation for the war's most vital series of conferences. As the Premier set foot on Russian soil for the first time, he was met by M. Molotov. En août 1942, Churchill va le voir pour la première fois. L'ours du Kremlin réclame un second front en Europe depuis 1 an déjà. Churchill n'a que des mauvaises nouvelles à lui annoncer. Les Anglo-Américains n'envahiront pas l'Europe en 1942, alors que l'armée allemande fonce vers la Volga, Stalingrad et le Caucase. This initial conference lasted nearly 4 hours, business being conducted through interpreters. Nevertheless, the discussions were carried on in an atmosphere of cordiality and complete sincerity. Malgré des actualités dithyrambiques sur la bonne entente des deux leaders, la réalité est tout autre. Lorsque Churchill annonce qu'il n'y aura pas de second front en Europe, mais un débarquement en Afrique du Nord, Staline s'énerve. Vous les Anglais, vous avez peur de combattre. Vous ne pourrez pas gagner si vous ne combattez pas. Churchill repousse catégoriquement ces accusations, mais Staline poursuit. Vos hommes ont trop peur des Allemands. Si vous vous battiez comme des Russes, vous constateriez que ça n'est pas si terrible. Churchill, incapable de se contenir plus longtemps, tape violemment du poing sur la table. Nous avons combattu seuls pendant 1 an contre l'Allemagne et l'Italie. Maintenant que les 3 grandes puissances sont alliées, la victoire est certaine, à condition que nous restions unis. J'ai fait tout le voyage depuis l'Europe, au milieu de tous mes problèmes. Oui, monsieur Staline, moi aussi j'ai des problèmes. Et j'espérais tendre la main à un compagnon d'armes. Je suis amèrement déçu, car cette main n'a pas été saisie. Le vieil ours, surpris par la contre-attaque du bulldog anglais, calme l'atmosphère, et avant même la traduction dit en levant la main. Je ne comprends pas vos paroles, mais par Dieu, j'aime l'esprit dans lequel elles sont prononcées. Winston gagne ses appartements. Il demande à son secrétaire d'envoyer à Londres un télégramme.
expliquant que Staline a un sale caractère. Et si cela continue, il risque de rentrer prématurément en Angleterre. Malgré les avertissements au sujet des écoutes, Churchill ne change rien à son télégramme. Le lendemain, l'atmosphère change soudain. Staline se montre de très bonne composition et invite même Winston dans sa suite. Entre amabilité et coups bas, le dîner se prolonge jusque tard dans la nuit. Au petit matin, Winston décolle pour le Caire. Il a réussi à faire admettre l'utilité de l'opération Torch à Roosevelt et Staline. Arrivé à Londres, il confie à son cabinet. Si Torch échoue, je suis cuit. Le 8 novembre 1942, les troupes anglo-américaines débarquent à Oran, Alger et Casablanca. L'opération Torch, pour laquelle Churchill a tant bataillé, est un immense succès. Quelques jours plus tôt, le général anglais Montgomery a terrassé les divisions blindées de Rommel dans le désert égyptien et fait plus de 30 000 prisonniers. Ce même mois, sur le front russe, les forces allemandes sont cernées à Stalingrad. Churchill est soulagé. Le parfum de la victoire flotte enfin dans l'air. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Mais si Winston annonce la fin du commencement, pour lui c'est le début du déclin. En 1943, les succès militaires alliés se multiplient, et malgré les tournées héroïques de Churchill sur les champs de bataille, c'est Roosevelt qui est en train de prendre la main. Estimant que dans cette guerre totale, l'union des peuples de langue anglaise vaut bien quelques sacrifices, Churchill est contraint de se taire. De Gaulle le lui fait remarquer. « Je ne vous comprends pas. Vous faites la guerre depuis le premier jour. On peut même dire que, personnellement, vous êtes cette guerre. Et vous vous mettez à la remorque des États-Unis. C'est à vous de prendre la direction morale de cette guerre. L'opinion publique européenne sera derrière vous. » Churchill est ébranlé, mais il se tait. Comme il se tait face à Staline. Quand le général polonais Sikorski lui apprend l'assassinat de 5000 Polonais par les Soviétiques en forêt de Katyn, Churchill élude. S'ils sont morts, rien ne pourra les faire revenir. Nous devons vaincre Hitler, et ce n'est pas le moment de provoquer des querelles ou de lancer des accusations. L'alliance soviétique contre Hitler est elle aussi au prix du silence. Le vieux lion tient bon, mais il a cessé de rugir. Et lorsque les trois grands se retrouvent à Téhéran, en novembre 1943, Churchill prend douloureusement conscience de son affaiblissement. Entre Roosevelt, le grand pourvoyeur d'armes et de matériel, et Staline, qui résiste sur le champ de bataille à près de 200 divisions allemandes, il ne fait plus le poids. Pour la première fois à Téhéran, j'ai réalisé à quel point nous sommes un petit pays. J'étais assis à côté du grand ours russe, prêt à bondir, et du grand bison américain. Et moi, le pauvre petit âne anglais, qui était le seul à connaître le chemin de la maison, écrira-t-il. Il a été le bulldog, le vieux lion, le voilà maintenant qui se compare à un petit âne. La dépression n'est pas loin. Mais la guerre n'est pas finie, il doit tenir. Il s'arme de la conviction que s'il a perdu la direction militaire, il lui reste, comme le lui a dit de Gaulle, à en assurer la direction morale. Après la séance photo, arrive l'heure des toasts. Staline déclare avec un sourire carnassier « Toute la puissance des armées allemandes reposant sur quelques 50 000 officiers et techniciens, il suffira de les faire fusiller pour extirper définitivement le militarisme allemand. » Churchill réplique aussitôt avec sa fermeté retrouvée. « Le Parlement et l'opinion publique britannique ne toléreront jamais des exécutions de masse. Que les soviétiques ne se fassent aucune illusion sur ce point. » Mais Staline reprend. « Il faudra en fusiller 50 000. » Winston hors de lui. « J'aimerais mieux qu'on me conduise dans le jardin ici et maintenant pour y être fusillé, plutôt que de souiller l'honneur de mon pays et le mien propre par une telle infamie. » Roosevelt veut calmer le jeu par un supplément de badinage. « J'ai un compromis à proposer. On n'en fusillera pas 50 000, mais 49 000. »
Churchill a perdu son sens de l'humour et quitte la salle. Plus tard, son médecin le trouve extrêmement déprimé et conclut « Le Premier ministre est consterné par sa propre impuissance. » Ce n'est pas encore la victoire totale, mais c'est bien cette fois le début de la fin, quand les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin 1944. Toujours grisé par l'odeur de la poudre, Winston rêvait d'y être en première ligne, mais le roi le lui a interdit. Tant que la guerre n'est pas finie, le vieux lion est irremplaçable. C'est seulement 6 jours après le jour J qu'il peut se rendre sur le champ de bataille. Winston Churchill now came himself onto the soil of Normandy. The visit was brief. It didn't take long for the Prime Minister to satisfy himself that all goes well on the first stage of the assault of Europe. The Prime Minister and his party returned to the destroyer Kelvin in complete confidence of still greater successes to come. The architects of victory returned home. En cette fin d'année 1944, partout les armées nazies reculent. Maintenant que la fin est proche, Churchill prépare déjà l'après-guerre. S'il veut limiter l'expansion communiste, il doit dès maintenant négocier avec Staline. J'ai découvert, dit Churchill, que je pouvais parler avec lui d'homme à homme, et je suis sûr qu'il se montrera raisonnable. Y croit-il vraiment, ou est-ce un coup de bluff, quand il glisse en octobre 1944 à Staline un petit papier, sur lequel sont griffonnés des pourcentages? C'est là que se décide le partage de l'Europe. En fait, ces pourcentages sont totalement fantaisistes. Que peuvent bien représenter 10% d'influence anglaise en Roumanie et 25% en Bulgarie, alors que les Soviétiques y règnent en maître et que les Britanniques n'y ont même pas accès? Churchill obtient 90% d'influence en Grèce. Staline avalise le document et le lui rend. Winston est satisfait. Il écrit à Clémentine « Les affaires vont bien. Nous avons vu beaucoup de choses au sujet des Balkans et désamorcé des quantités de querelles en puissance. J'ai eu des conversations très agréables avec le vieil ours. Plus je le vois, plus il me plaît. Maintenant, on nous respecte ici, et je suis sûr qu'ils veulent coopérer avec nous. » Churchill rentre de Moscou avec son chiffon de papier en poche, aussi enchanté que Chamberlain était revenu de Munich. Il vient de se faire rouler dans la farine. Notre guerrier va alors s'interposer physiquement pour sauver ce qui peut l'être encore. En Grèce, les communistes déclenchent un soulèvement armé dans la capitale. Churchill ne tolérera pas que la Grèce tombe sous leur emprise. À la veille de Noël 1944, sur un brusque coup de tête, il s'envole pour Athènes. Ce sera une folle équipée. À bord d'une automitrailleuse, le Premier ministre sillonne à toute allure la capitale dévastée, essuie quelques coups de feu, donne des consignes de fermeté aux forces britanniques qui tentent de contenir les communistes et réunit toutes les factions, y compris communistes, en les invitant fermement à négocier. La prestation improvisée du Premier ministre aura été un succès. Les renforts britanniques chassent les communistes de la capitale. Au terme d'une sanglante guerre civile, la Grèce se verra épargner le sort de bien des nations voisines. Deux mois plus tard, en février 1945, Winston, dont on dit que c'est le seul homme à se déplacer avec plus de cartons à chapeau que sa femme, se rend à la conférence de Yalta. L'infatigable septuagénaire tente encore de limiter les appétits de Staline, qui s'en tient de vagues promesses d'élections démocratiques en Europe centrale. Ces promesses valent ce que valent les châteaux de sable. Mais Churchill ne peut obtenir plus. Alors que Roosevelt, malade, affaibli et crédule, est lui prêt à toutes les concessions. Et les châteaux de sable seront emportés par la vague rouge, qui recouvrira l'Europe de l'Est. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule enfin. 5 ans après être devenu chef de guerre, c'est pour Churchill l'aboutissement triomphal d'efforts opiniâtres.
et souvent désespéré. Toute l'Angleterre lui rend un vibrant hommage. Âgé, malade, il a su se montrer plus solide que le roc et convaincre son peuple que la victoire ne pouvait lui échapper. This is your victory. Victory of the cause of freedom in every man. In all our long history, we have never seen a greater day than this. Durant ces 5 années, Churchill n'a cessé d'écrire l'histoire. 5 années paradoxalement heureuses qui, malgré le constant surmenage, l'ont protégé de la dépression. Le retour à la normale sera brutal. Le Parlement est dissous. Après avoir été leader d'une coalition internationale et l'un des personnages les plus importants de la planète, le vieux lion doit mener une campagne électorale. We're going to win. I can feel it in my bones. We're going to win. I ask you to give me a chance to finish this job. Dans l'attente du dépouillement, Winston se rend à la conférence de Potsdam, où l'attendent Staline et Harry Truman qui remplacent Roosevelt, mort 3 mois plus tôt. Churchill est un peu sourd et affaibli. Les élections planent au-dessus de moi, comme un vautour d'incertitude, avoue-t-il entre 2 séances. Le 25 juillet 1945, la conférence est ajournée, afin que la délégation britannique rentre à Londres, pour la proclamation des résultats. Staline lui prédit une victoire de 80 sièges. C'est un bon signe. Il est vrai que sur les résultats d'élections en URSS, Staline ne s'est jamais trompé. À son retour, le choc est énorme. Malgré l'immense gratitude dont il est l'objet, Winston est congédié par le peuple britannique, qui doute des capacités du vieux guerrier à gérer la paix. L'homme qui a gagné la guerre a perdu les élections. Churchill est humilié. Clement Attlee, le leader travailliste, l'emporte. Celui dont Winston disait qu'il était un homme modeste, qui avait d'excellentes raisons de l'être, le remplace à la conférence de Potsdam. Churchill est extrêmement abattu, et inévitablement le Black Dog revient, en aboyant plus fort que jamais. Je n'arrive pas à m'habituer à la pensée de ne rien faire pour le reste de ma vie. Il aurait mieux valu que je sois tué dans un accident d'avion, ou que je meure comme Roosevelt, confie-t-il. Pour Clémentine, le retour à la vie normale n'est pas une si mauvaise nouvelle. Mais pour Winston, c'est un enfer. Il devient très irritable. Clémentine écrit à sa fille Mary. « Au lieu de nous appuyer l'un sur l'autre, nous sommes perpétuellement en train de nous quereller. Il est si malheureux. » La désagrégation annoncée de l'Empire le mine. Pour le vieil impérialiste, l'indépendance des Indes proposée par les travaillistes est un déchirement. Mais Winston n'a pas tiré sa dernière cartouche. Le cavalier du 4e hussard va remonter sur son cheval et se ressaisir avec toujours les mêmes ingrédients. Le sud de la France, les casinos, les cigares, l'alcool, la rédaction d'autres œuvres littéraires et la peinture, sa fidèle muse. Il va trouver le moyen d'écrire encore l'histoire. Invité en mars 1946 par le président Truman à l'université de Fulton, dans le Missouri, Winston, alors sans aucune responsabilité internationale, va clamer à la face du monde ce qui se chuchote dans toutes les chancelleries. L'expansionnisme soviétique représente un nouveau danger mortel pour les démocraties. From Stettin
in the Baltic, to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Cette parole qui marque le début de la guerre froide traversera le siècle. Mais Winston n'expose pas simplement un problème, il propose également sa solution. Pour faire face à l'expansionnisme soviétique, il n'existe qu'un seul moyen, unifier les pays européens qui ont échappé à ses griffes. À Zurich, La Haye, Strasbourg, il défend toujours le même credo. Les États-Unis d'Europe, dont le partenariat franco-allemand serait la pierre angulaire d'un Conseil européen. Une extraordinaire vision qui depuis a fait son chemin. Messieurs et mesdames, prenez garde. Je vais parler français. Les dangers qui nous menacent sont grands, mais grande aussi est notre force. Et il n'y a aucune raison de ne pas réussir à réaliser le but et à établir la structure de cette Europe unie, dont les conceptions morales pourront recueillir le respect et la reconnaissance de l'humanité. Après avoir été soldat, ministre, écrivain, journaliste, député, peintre, le voilà prophète. Et cela lui réussit. En 1951, à 76 ans, il est à nouveau désigné Premier ministre. Le vieux guerrier, qui ne s'est jamais aussi bien senti que sur un champ de bataille, se transforme en pacifiste. Il a la prétention folle d'apaiser la guerre froide dans un dernier geste magnifique. Mais Russes et Américains n'ont que faire de ce Premier ministre à la tête d'une Grande-Bretagne dépouillée de l'essentiel de son empire et reléguée au rang de puissance secondaire. Ce que Winston ne peut admettre. L'homme est cependant devenu un mythe de son vivant. Il est honoré aux quatre coins du monde, fait chevalier par la reine d'Angleterre, prix Nobel de littérature en 1953. Il rayonne partout où il va, sous le regard là d'une classe politique qui attend que l'inoxydable passe enfin le relais. Pour ses 80 ans, une cérémonie est organisée en son honneur à Westminster. Tous les députés ont signé le livre d'or et lui remettent un cadeau surprise, comme pour lui forcer un peu la main. I ask you to accept this portrait. The portrait is a remarkable example of modern art. Le portrait sera détruit par Clémentine, qui le détestait. On April the 4th, an epoch in British history ended with the resignation of Sir Winston Churchill as Prime Minister. The man who in 1940 had said that he had nothing to offer but blood, toil, tears and sweat, has paid his part of the bargain in full. Il ne reste plus qu'à livrer son dernier combat, le plus difficile, le plus âpre. La renonciation au pouvoir. Je me sens comme un aéroplane au bout de son vol. Dans l'obscurité du crépuscule, le réservoir d'essence presque vide, à la recherche d'un terrain d'atterrissage sûr. Une page de l'histoire de l'Angleterre se tourne. Les 10 dernières années de sa vie, entre sa maison de campagne et de longs séjours sur la Riviera, sur les yachts de Nassis et même chez Tito, se partagent entre écriture et peinture, ponctués de Havane et de whisky. Fracture de la hanche, pneumonie, accidents vasculaires cérébraux, ce sont des années de longue agonie.
l'hyperactif bouillonnant perd peu à peu ses capacités. Chaque retour précipité en Angleterre pour raison de santé, chaque nouvelle sortie d'hôpital, chaque anniversaire sont l'occasion d'un bain de foule pas toujours désiré. Churchill arrête définitivement de peindre. L'oisiveté forcée a ouvert largement la porte au Black Dog, sa fidèle dépression qui revient toujours voir son maître. Au crépuscule de ses jours, il revient sans cesse sur l'inutilité de sa vie. Il souhaitait une Grande-Bretagne forte dans un monde pacifique, et il n'a eu ni l'une ni l'autre. Ne voyant plus que ses échecs, il se désole. J'ai beaucoup fait pour en définitive ne rien faire du tout. L'échec de ses enfants l'accable encore un peu plus. Randolph, coureur de jupons, boit trop et accumule les dettes de jeu. Sarah défraye la chronique, plus par ses excès d'alcool que par ses performances d'actrice. Quant à Diana, elle s'est suicidée lors d'une dépression plus insupportable que d'habitude. Seule Mary semble avoir une vie stable et veille sur ses parents. Le jour de ses 90 ans, la foule se presse devant son balcon. Il apparaît à sa fenêtre pour la saluer une dernière fois. Le 10 janvier 1965, frappé d'une congestion cérébrale massive, il perd connaissance et tombe dans le coma. Lorsqu'on demande à John Colville, le secrétaire de Churchill, si l'échéance fatale est arrivée, il répond « Ce ne sera pas avant le 24 janvier. Churchill a toujours dit qu'il mourrait le jour anniversaire de la mort de son père. Et je suis certain que c'est exactement ce qu'il va faire. » 2 semaines plus tard, le 24 janvier, 70 ans, mois pour mois, jour pour jour, heure pour heure, après le décès de son père, Winston s'éteint. Même sa mort aura été un ultime appel à celui qu'il a tant méprisé et dont il aurait tant voulu se faire aimer. Alors était-ce donc cela la clé de l'énigme Churchill, son moteur secret? Au fond, les principales facettes de cet homme d'exception n'ont-elles pas toutes la même source? Guerrier, c'est son père qui l'a engagé sur la voie militaire quand il avait 20 ans. Orateur, c'est en écoutant son père répéter ses discours, en dévorant les journaux qui parlaient de lui, que Winston a aimé la politique. Ambitieux, c'était pour réussir là où son père a échoué et redorer le blason familial. Churchill n'a pu s'asseoir à ses côtés au Parlement comme il en rêvait. Pourtant, le fantôme de ce père aura été omniprésent tout au long de sa carrière, comme s'il continuait à poser son regard sévère sur son fils. Si seulement Lord Randolph avait pu voir Winston à l'été 40, quand il détournait le cours de l'histoire, alors il aurait pu admettre qu'il s'était trompé sur le compte de son fils, et sans doute aurait-il pu enfin l'accepter. Bienvenue dans le clan des Marlborough, mon fils. C'est tiré par une vieille locomotive de la classe Battle of Brighton, bataille d'Angleterre, qui est emporté la dépouille du vieux lion vers sa dernière demeure, le petit cimetière de Bladden, auprès de Randolph, son père. À moins de 2 kilomètres du château de Blenheim, où Winston Churchill a vu le jour 90 ans plus tôt. Un siècle en somme, pour parcourir 2000 mètres. Certes, mais en faisant quelques détours, qui ont changé le destin de l'Angleterre et la face du monde.
Mr. Churchill, scene 2, take 1. Ladies and gentlemen, permit me, please, to claim your attention for a moment. It can only be a moment, for as you know, we are all of us strictly rationed. Scene 6, take 1. Wait a moment. We are the chosen few. Wasn't that better? Scene 4, take 1.